Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de H2O. Dans notre vie quotidienne, elles sont partout. Elles nous permettent par exemple de percevoir le monde qui nous entoure, de téléphoner, de nous faire soigner ou encore de regarder Orléans TV. Je veux bien sûr parler des ondes et plus particulièrement des ondes électromagnétiques. La notion d'onde pourrait être schématisée par les vagues à la surface d'un liquide. Les vagues sont des perturbations qui se propagent dans l'eau. Le son, pour sa part, est une onde électromagnétique produite par une antenne et qui se transmet dans l'air avant d'être détectée par notre oreille. L'étendue du spectre électromagnétique que nous allons explorer est indissociable de la notion de lumière, qui en est la partie visible par notre œil. La lumière, intimement liée à la notion de couleur, a notamment été étudiée par Newton, qui propose au XVIIe siècle un profil des couleurs basé sur la décomposition de la lumière blanche, phénomène qui nous est familier sous la forme des arcs-en-ciel. Outre la lumière visible, par extension, on appelle lumière d'autres rayonnements électromagnétiques, tels que ceux situés dans les domaines infrarouges et ultraviolets. Bien connus également, les rayons X, utilisés notamment en radiographie médicale, que nous étudierons dans un autre numéro de H2O. Aujourd'hui, c'est par les micro-ondes, par les ondes radio, que nous commençons notre exploration des ondes dans la vie quotidienne. Bonjour messieurs. François Lefebvre, vous êtes directeur de recherche au CNRS, plus précisément au LPCE, le laboratoire de physique et chimie de l'environnement, unité mixte CNRS Université d'Orléans, et Thierry Dudoc-de-Witt, enseignant-chercheur au même laboratoire. Alors finalement, François Lefebvre, la partie que l'on distingue avec nos yeux est très petite du monde électromagnétique. Pourquoi, à votre avis ? Effectivement, quelques centaines de nanomètres dans un spectre en longueur d'onde qui va jusqu'à plusieurs milliers de kilomètres, c'est vraiment très petit par rapport à l'étendue du spectre. Ouais. Et pourquoi, à votre avis, finalement, la biologie a fait que nous ne voyons pas davantage du monde ? Oui, alors là, ça c'est un autre problème, parce qu'il se trouve que l'œil humain est un capteur électromagnétique comme un autre. Et il y a énormément, la gamme des ondes électromagnétiques est très vaste. Ça va des ondes radio à l'infrarouge, l'ultraviolet, les rayonnements X, les rayonnements gamma, et on n'a aucun détecteur d'ondes électromagnétiques actuellement capable d'observer tous ces phénomènes à la fois. Et je pense que c'est peu pensable. Ouais. Et alors, bien évidemment, notre capteur électromagnétique humain, il est adapté à notre taille, il ne peut pas tout couvrir, mais il y a un intérêt, c'est que ce qu'on appelle la lumière visible correspond à ces ondes électromagnétiques qui font partie de celles qui traversent le plus facilement l'atmosphère. Ouais. Et donc, dans notre environnement, c'est quand même très utile d'avoir des yeux adaptés à cette lumière visible. Et alors, quelle définition pourrait-on donner d'une onde électromagnétique ? Alors, une onde électromagnétique, pour faire simple, c'est une propagation d'une perturbation qui est à la fois une perturbation électrique et une perturbation magnétique. Ça n'a rien à voir avec le son. Ouais. L'onde électromagnétique, elle, se propage dans le vide. Le son, lui qui est une perturbation mécanique, par exemple une perturbation de la pression de l'air, ne se propage pas dans le vide. Et alors la longueur d'onde, comment on pourrait se la représenter ? Le plus simple, c'est effectivement, même si les ondes électromagnétiques ne sont pas des ondes sonores, de reprendre l'image que vous avez prise avec une pierre qui tombe dans l'eau et puis des petites vagues. En gros, on va dire que la longueur d'onde, c'est la distance entre deux vaguelettes. Nous allons voir justement le schéma du spectre électromagnétique tout de suite à l'écran. Et nous voyons au milieu la zone, donc la partie visible, c'est-à-dire les couleurs de l'arc-en-ciel. Et à droite, qui va arriver, la zone dont nous parlons aujourd'hui, qui est symbolisée par le petit poste de radio. C'est donc des ondes assez longues, François Lefebvre, le domaine des ondes radio qui ont quelles applications ? Alors le champ d'application est extrêmement vaste. Alors si on veut faire court et faire simple, on va prendre les plus petites de ces grandes longueurs d'onde, et en particulier les micro-ondes qui ont des longueurs d'onde qui vont pratiquement du millimètre à peu près 30 cm. Et alors, le champ d'application est vaste, parce que on s'aperçoit, alors bien sûr, on utilise les téléphones portables, on utilise énormément les radars, il y a des satellites d'observation de la Terre qui sont extrêmement utiles, en particulier
particulier dans la gestion des catastrophes. Il y a le domaine de la radioastronomie, et puis on y pense rarement, mais il y a aussi de plus en plus le domaine médical, puisque on utilise les micro-ondes dans la chirurgie cardiaque. Et justement, on connaît bien en région centre une application qui est le centre de radioastronomie de Nançay, avec donc ces grandes antennes miroirs que nous allons voir à l'écran. Alors, quelles sont les longueurs d'onde utilisées par le grand radiotélescope et pour quelle observation ? Le grand radiotélescope travaille à des longueurs d'onde centimétriques. On parle d'ailleurs du radiotélescope centimétrique. Et ça permet aussi bien de travailler sur les galaxies lointaines que sur les pulsars. Mais il ne faut pas oublier qu'à Nançay, justement, et ça c'est un bon exercice pour voir les différences entre longueurs d'onde, eh bien, il y a un autre instrument qui s'appelle le radiohéliographe qui travaille avec des longueurs d'onde du mètre et qui permet d'observer la couronne solaire. Et puis, il y a également un autre instrument qui travaille, lui, c'est un instrument décamétrique, donc à la dizaine de mètres, et qui, lui, nous donne accès au rayonnement électromagnétique provenant des planètes du système solaire. Alors, vous êtes président de l'Union radioscientifique internationale, qui a vu le jour en 1919, qui est un organisme peu connu du grand public. Alors, quelles sont ses missions et ses 3 priorités actuelles ? Les missions, c'est avant tout d'essayer de coordonner des actions internationales pour tout ce qui concerne les études sur les ondes électromagnétiques, avec un volet surtout en amont de recherche et puis une liaison avec l'application qui est en gros les télécoms. Alors actuellement, les 3 grandes priorités que nous avons, c'est premièrement essayer de rapprocher les communautés purement scientifique des communautés appliquées, en particulier de la télécommunication. Et il faut absolument faire ça le plus vite possible parce que il y a une explosion actuelle d'utilisation des ondes, des micro-ondes. En particulier, on essaye d'avoir des communications d'un mobile à un autre sans fil. Et on n'a qu'un spectre radio pour tout le monde. Donc il faut que scientifiques et industriels se mettent bien d'accord. La deuxième priorité, c'est le développement des sciences radio dans les pays en voie de développement. Et là, d'ailleurs, ces pays nous demandent de les aider et de voir comment mieux utiliser les ondes électromagnétiques dans la gestion des catastrophes. C'est bien sûr les applications de télédétection. Et puis, la troisième, c'est d'essayer de répondre aux questions que se pose la société sur les ondes électromagnétiques. Alors, à ce titre, nous venons de publier un livre blanc sur les centrales solaires en orbite qui doivent transmettre leur énergie sous forme de micro-ondes. Ça n'a pas été simple parce qu'avec à peu près 3000 scientifiques dans 42 pays, il est difficile d'avoir un consensus. Et le prochain livre blanc qui sera pas simple, c'est l'étude des effets des ondes électromagnétiques sur les systèmes biologiques et sur l'environnement, et on reparlera de ces problèmes dans H2O. Thierry Dudoc-de-Witt, une application dans le domaine des micro-ondes qui est vraiment très, très en vogue et très à la mode au quotidien, le récepteur GPS, Global Positioning System, donc un système américain. Donc nous allons voir quelques images et vous allez nous expliquer déjà comment ça marche. Voilà, donc nous voyons ces satellites donc, qui sont en orbite de la Terre, autour de la Terre. Voilà, alors le système GPS, qui est donc au départ un système militaire américain, est constitué d'une constellation de satellites. Chacun de ces satellites est équipé vraiment de technologies de pointe. Il envoie des micro-ondes en direction de la Terre. Chacun de ces satellites est équipé de plusieurs horloges atomiques d'une très grande précision. Et sur Terre, un tout petit récepteur, ça ne tient pas grand-chose, c'est minuscule. Un petit récepteur comme celui-ci capte ces micro-ondes, calcule le temps mis par les ondes pour l'atteindre et à partir de ça, vous déterminez la position. Alors notamment, on va voir une application très très commune qui est celle de la voiture tout de suite et vous allez précisément nous expliquer à partir de ces satellites comment ça fonctionne. Voilà, donc voilà le véhicule à la surface de la Terre. Voilà, ce qu'on perçoit ici, c'est le signal émis par les satellites. Il faut au minimum 4 satellites pour connaître sa position sur Terre. C'est ce que fait le récepteur. Si on a davantage, c'est tant mieux, ça améliore la précision. Et ici donc, le signal reçu par le récepteur est traité. Il y a un calcul extrêmement complexe qui se fait à bord du récepteur, qui est une petite merveille de technologie. Et à partir de ça, on peut connaître sa position à quelques mètres près et avec un temps qui est de l'ordre de la microseconde. C'est fabuleux. Ouais, et certains exploitants, notamment en Beauce, utilisent le GPS sur leur tracteur. Et pourquoi faire ? Oui, on ne s'y attendait pas, mais en fait, il y a énormément d'applications qu'on découvre comme ça au fur et à mesure.
Alors pour les grandes exploitations, on a montré effectivement qu'il est intéressant d'avoir un récepteur GPS à bord du tracteur, d'abord pour optimiser les trajets quand on ensemence les champs, mais aussi par exemple pouvoir après la récolte, après la moisson, comment est-ce qu'il faut adapter la dose d'engrais en fonction de la rentabilité du terrain. Alors l'Europe doit se doter de son système de positionnement par satellite, le système Galileo. C'est pour quand? Alors il y a des enjeux stratégiques. Galileo sera, enfin on l'espère, sera opérationnel à partir de fin 2012. Galileo est la réponse européenne au système GPS qui est militaire américain, et Galileo sera donc civil, à usage civil avant tout. Et est-ce qu'on va devoir changer nos récepteurs GPS actuels? Alors forcément qu'à terme, il faudra changer. Ceci dit, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à terme, on va avoir une interopérabilité entre tous ces systèmes. Donc le GPS, le système européen, Galileo, mais il y aura aussi un système chinois et un système indien qui vont tous coexister. Et à terme, on va utiliser tous ces appareils, tous ces systèmes simultanément pour améliorer la précision, ce qui est évidemment très intéressant. François Lefebvre, devant cette profusion justement des micro-ondes dont nous parlions, on ne peut pas craindre une nocivité de notre environnement et de ces micro-ondes? Il faut bien voir que il y a des avantages et des inconvénients pour toute nouvelle innovation technologique. Donc pour les micro-ondes, c'est pareil, je vous disais tout à l'heure, il y a des applications médicales, ce sont des aspects positifs. Il y a d'autres questions qu'on se pose, par exemple, sur les effets du portable. Il faut tout mettre sur la table et, comme je le disais, voir les avantages et les inconvénients et que chacun prenne ses décisions. Mais il n'y a jamais, ou très rarement, d'avantages sans inconvénients. Après les casques pour le vélo, la moto ou le ski, nous serons peut-être prochainement obligés de nous coiffer de ce charmant bonnet. Voilà, au nom du principe de précaution, méfiez-vous que cela ne devienne pas obligatoire. Et j'en ai d'autres comme ça à vous présenter dans les prochaines émissions. Pour découvrir des manifestations surprenantes des ondes électromagnétiques dans notre environnement, je vous invite à vous rendre sur le site de l'URSI, l'Union Radio-Scientifique Internationale, que vous voyez apparaître au bas de votre écran. Nous consacrerons donc beaucoup d'autres émissions de H2O aux ondes électromagnétiques dans la vie quotidienne et à leurs manifestations dans notre environnement. Merci messieurs d'avoir répondu à mes questions. À vous tous, je vous dis au revoir. À dans 15 jours. Méfiez-vous de votre téléphone portable et en attendant, soyez curieux.